Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Donc vous l'aurez compris, sur Radio Anthropocène, cet après-midi, nous parlons des marges métropolitaines. Parler des marges, c'est s'intéresser aux notions de frontières et de bords, presque de voiles tirées des bords. Et parler d'espace métropolitain au sens d'une intensité habitée et usitée particulière, c'est intuire la présence d'autres espaces, par exemple ruraux. Vous m'avez vu venir, Claire Delphos, vous êtes géographe, professeur à l'Université Lumière Lyon 2, ruraliste, membre du laboratoire d'études rurales. Vous faites partie du conseil scientifique des ruralités et vous avez une actualité littéraire qu'on ne peut pas vous montrer puisqu'elle est chez l'imprimeur. Arbre, bruit, cabane, abécédaire affectueux de la ruralité. Donc, publié aux éditions Anthropocène et qui sortira en librairie dans les tout premiers jours de février. En tout cas, dans les bonnes librairies, bien sûr. Bonjour Claire Delphos. Bonjour Valérie. Alors, j'ai eu la chance de lire cet ouvrage avant tout le monde, puisque je l'ai un tout petit peu piloté. Et mais pas que dans cet ouvrage, y compris dans d'autres choses, d'autres contributions, évidemment, que vous avez pu faire et que vous faites. Vous disputez finalement, en tout cas, c'est la question que je vous pose, l'affirmation que tout est urbain. Voilà. Est-ce que tout est urbain ? Non. Non. Tout n'est pas urbain et je pense que hier on a entendu Monique Poulot et on est de près la même génération à affirmer de ruralistes que le rural existe dans un contexte où on parlait quand même du tout urbain, voire du tout métropolitain. Que l'espace rural, alors nous on parlait d'espace rural ou que la ruralité, la campagne existe par des formes un peu des formes spécifiques et aussi tout simplement parce que la différence est revendiquée par ses habitants, par aussi des collectifs voilà, qui l'attirent. Déjà, cette différence entre rural et campagne, parce que vous parlez du mot campagne, et il y a le mot rural. Dans les deux termes, après, ça dépend d'où on vient et quelles sont nos cultures. On peut penser à une ruralité au travail, agricole, dans un mot ou dans un autre. Et donc, vous, quand vous utilisez le mot rural ou quand vous utilisez le mot campagne, enfin, moi, j'y vois quelque chose de plus affectueux, justement, quand j'entends campagne dans votre bouche. Oui, pour moi, le mot campagne est peut-être moins, on va dire, technique ou technocratique. Espace rural, déjà, on est dans une opposition espace rural, espace urbain, dans une réflexion un peu aussi aménageur. Quand on parle de rural ou de ruralité aujourd'hui, on est aussi dans des politiques publiques aujourd'hui qui s'affirment. Et quand moi je parle de campagne, c'est effectivement quelque chose qui est peut-être dans une forme d'attachement, de souvenirs, de façon. Tout à l'heure, on parlait de lieux où on a passé son enfance, ou de lieux où on aime aller ou vivre, avec des formes un peu peut-être différentes aussi, des paysages, voilà. Des odeurs, des odeurs différentes. Voilà. Oui, si alors, on peut revenir là-dessus. Justement, pour parler de ça, parce qu'on parle de marge, et qui est la marge de qui, en fait ? Ou est-ce que c'est la ruralité ou le périurbain ? Parce qu'il y a toute une déclinaison comme ça de pénétration dans le territoire, dans la campagne. Est-ce que c'est cette campagne qui est la marge de la ville ? Ou c'est la ville, finalement, qui est la marge de la campagne ? On pourrait renverser, effectivement. On pourrait renverser. On pourrait complètement renverser. On a beaucoup parlé aussi de lieux de ressources, de ressourcement, d'inventivité qu'il peut y avoir en milieu rural. Et aujourd'hui, peut-être qu'on se tourne de plus en plus pour voir peut-être comment vivre autrement, de façon plus économe, plus en lien avec la nature, mais pas seulement, puisque, comme tu disais, bruit, odeur, c'est aussi
des questions de sensibilité, sans faire une opposition tranchée entre ville et urbain. De toute façon, les choses s'imbriquent et le rural, on ne le comprend pas sans regarder le maillage urbain des petites villes aux métropoles. Mais aujourd'hui, on y voit aussi beaucoup d'innovation, d'invention. Et cette idée de renversement des marges, moi, je l'ai beaucoup travaillé aussi autour des questions culture. On parlait de patrimoine tout à l'heure et de culture. Et on voit aujourd'hui que on a longtemps pensé que la création culturelle, elle était en ville, mais qu'on a aussi des formes de création, d'invention. Et donc, moi, j'aime bien dire de renversement des choses et peut-être aussi d'hybridation des choses qui s'inventent en ville et qu'on diffuse en milieu rural. On a beaucoup travaillé sur les jardins, comme les jardins partagés. Finalement, ils sont appropriés avec d'autres formes de collectifs. On a beaucoup parlé de l'itinérance qui, elle, était plutôt en milieu rural, qu'on retrouve aussi en ville aujourd'hui. Donc, on redécouvre des formes aussi d'originalité, de spécificité peut-être du rural pour en faire aujourd'hui des richesses face à peut-être des manques ou des difficultés qu'il ne faut pas nier non plus. Alors justement, quelles seraient ces spécificités du rural? Alors d'un rural, là aussi, peut-être français, qui est celui que vous connaissez le mieux, et dans plein de régions différentes, on le voit dans l'ouvrage qui va paraître, et qui non pas revient en ville, mais en tout cas pénètre la ville. Et puis j'insiste sur cette frontière, parce qu'on n'est plus à l'époque des villes fortifiées, où vraiment la limite, les douves étaient la limite vers la campagne. Tout ça est beaucoup plus diffus, ce tissage, ce maillage dont vous parlez, quand même très net. Je veux dire, il faut combien de kilomètres pour sortir de la métropole de Lyon pour finalement avoir le sentiment qu'on est en campagne? C'est quoi, vous, à quel moment vous êtes en campagne quand vous quittez l'université pour aller sud, nord, est? Alors, donc je ne vais pas parler en universitaire. D'accord. D'accord, sur la carte, etc. Je veux dire d'une façon sensible, je ne sais pas, moi, quand je reprends le train, par exemple, quasi quotidiennement, le TER, dès que j'arrive presque après Satonnet-Rieux, que je commence à voir un peu des champs, les étangs, et plus un continuum urbain, des jeux de lumière. Alors, on peut voir les jeux de lumière en ville, bien entendu, mais moi, j'aime bien les voir avec une perspective, un peu de profondeur. Un peu de profondeur, voilà. Et des jeux de couleurs très différents en fonction... parce qu'on parlait tout à l'heure des bruits odeurs, mais il y a aussi les couleurs qui jouent beaucoup, qui varient en fonction des saisons, mais aussi des moments. Si tu prends le train le matin, il y a la brume, le soir on voit une lumière sur les étangs de la Dôme, par exemple. Et puis si on va vers le sud, par exemple, on parlait du vignoble, on va très vite voir arriver sur les coteaux, justement... On est dans une zone qui est quand même encore très marquée par l'urbain, l'industrie, mais on a aussi ce mélange avec les coteaux viticoles. Bertrand-Drieux, là, Saint-Romain-en-Galles, quand on est dans voilà. Et puis sur ces côtes du Rhône septentrionales, on a eu aussi un phénomène de replantation sur l'autre versant qu'on voit aujourd'hui et qui vient au-devant de nous, même quand on prend l'autoroute, par exemple. Et donc, parce que là, j'ai fait une espèce de petite tournée, ces spécificités du rural dont on perçoit des signaux faibles, quand même, soyons clairs, mais en ville, enfin, en tout cas dans des zones urbaines fortement anthropisées, vous y voyez quoi? Des signaux faibles du rural dans les zones fortement... Qu'est-ce qu'il y a de rural en nous? Alors, qu'est-ce qu'il y a de rural en nous dans les villes? Alors moi, j'ai quand même un attachement au jardin, donc assez viscéral, donc je dirais le jardin, les arbres peut-être, et puis dans ces marges frontières, on parle aussi, en parlant de quartier, parfois on parle de vie de village, donc sans bien entendu, comment dire...
être naïf sur la vie de village, mais c'est aussi ces communautés, ou petites communautés, qu'on va retrouver dans certains espaces urbains. Ouais, il y a juste que je crois qu'on n'a pas le droit d'avoir des coqs en ville. Et moi, je crois bien que c'est interdit. Les poules, je crois que c'est possible, mais les poules, on a le droit. Ouais. Le coq. Alors, ça dépend sûrement, je pense, des voisins. Je ne sais pas s'il y a une réglementation qui interdise les animaux vraiment. Certains, il y a le règlement sanitaire, etc. Mais comme on est dans l'élevage amateur, pas forcément. Donc, c'est aussi les animaux, bien sûr. Je vais donc me renseigner. Et, parler de marge, donc on parlait de ces frontières, ces effets de bord, etc. Et en même temps, on sait aujourd'hui, c'est très documenté, que ruraux et urbains, si on essaie d'être un peu grosse maille, sont en interdépendance. Que tout ça est très interdépendant. Alors certes, spatialement, il y a de la distance, il y a des spécificités, mais en réalité, on a besoin de la nourriture qui est produite dans des zones peu urbaines, peu urbanisées, et on sait que les gens qui habitent en campagne n'ont pas forcément que du travail qui est complètement lié à une activité rurale. Il y a des choses qui peuvent... Et donc on voit bien ces effets de passerelle en permanence et ces allers-retours entre les uns et les autres, dans les deux sens. Aujourd'hui, justement, cette ruralité à laquelle vous intéressez, qui est bien plus diverse qu'on ne le croit, bien plus dynamique et créative qu'on ne peut le penser depuis la place des terreaux, comment elle vit ces allers-retours, ces nécessités peut-être autour de besoins spécifiques, l'université, on en a parlé, il y a deux jeunes filles tout à l'heure qui sont intervenues là-dessus, elles sont venues ici pour étudier, mais peut-être l'hôpital, peut-être d'autres choses. Alors, déjà, ce côté aussi interconnecté et de va-et-vient, on le trouve aussi dans les parcours de vie. Comme on le voit, parce que comme elle témoignait tout à l'heure, c'est une fille, elles sont venues pour faire des études, elles restent là pour diffuser, parce que peut-être que pour l'instant, pour se faire reconnaître, elles ont besoin de se faire reconnaître en ville, mais il y a d'autres artistes qui se font reconnaître, faire des activités peut-être un petit peu plus rurales que métropolitaines, et mais qu'elles ont envie aussi de repartir. Donc on voit aussi aujourd'hui qu'on n'est pas dans des parcours de vie complètement linéaires. Je vis tout le temps en milieu rural ou je vis tout le temps en ville. On est dans des allers-retours qui sont aussi des allers-retours parfois de loisirs. Donc l'imbrication et par exemple, tu disais les emplois en ville ou avoir besoin de la ressource du rural quand on est en ville, c'est aussi parfois une ressource en type ressourcement, de loisirs, voilà. Alors avec un vrai problème parfois, c'est que on peut imaginer ce rural comme un rural quand on va en montagne par exemple ou faire de la randonnée comme la nature, et ce que vend aussi de plus en plus ce qu'on vend en marketing touristique, alors qu'on a des activités aussi pastorales, des gens qui y vivent, et que ces espaces ils se maintiennent parce qu'il y a des activités aussi pastorales et y compris d'exploitation de la forêt aussi par exemple. Donc voilà, cette imbrication. Du côté des ruraux, évidemment, c'est la grande question de l'accès aux services aujourd'hui qui est centrale pour la formation, bien sûr. Au-delà, quand on va au-delà du collège, on a encore des collèges dans les petites villes, dans des bourgs-centres. Pour aller au lycée, on va au moins dans la ville moyenne. Donc voilà, et ça se sent puis après les études supérieures, si on continue des études supérieures, donc si on a la chance de pouvoir le faire et l'envie. En fait, on se rend compte quand on regarde les classes d'âge que autour des 18-25 ans, en proportion par rapport
la population nationale, il y a moins de jeunes de 18-25 ans proportionnellement à la population rurale qu'on en a en ville. Et après 25 ans, on retrouve des proportions qui correspondent à peu près au nombre d'habitants. Donc on voit bien ce besoin, mais aussi aujourd'hui des besoins affirmés par le recul des services, d'aller chercher le soin, d'aller chercher aussi un certain nombre de choses en ville. Et je vais revenir à cet abécédaire parce que c'est intéressant d'être passé par la question de l'abécédaire. 42 mots, donc je voulais le dire, qui sont aussi augmentés de 16 très beaux dessins de l'artiste Séverin Millet. Et ce que je trouve intéressant dans cet abécédaire, qui est aussi hybride, on parlait de métissage, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des mots qui sont des objets de recherche, qui sont les objets de votre recherche tout au long de votre carrière, bien sûr, mais qui sont aussi des choses... je reviens à cette question de l'affect, d'avoir posé ce mot affectueux, qui vient résonner avec des questions de sensibilité. Et c'est très présent dans le livre, cette double approche, des approches très de chercheurs et des approches vraiment de personnes qui a grandi à la campagne, mais qui aime la campagne, qui aime, et c'est ce qui rend les choses, je pense, intéressantes et qui ouvre à des publics tout à fait différents. Cette double approche, j'allais dire, qui dans les deux cas est totalement sérieuse, mais c'était quelque chose qui vous tenait à cœur. Oui, l'idée de l'abécédaire, c'était pas de faire un dictionnaire de la ruralité académique. L'idée, c'était aussi de parler du rural et d'avoir des entrées différentes. Alors parfois il y a eu des jeux parce que il y a des lettres, c'est pas si évident que ça. Donc le cas. Alors j'ai trouvé le kiwi. Je me suis dit oui, parce que le kiwi, ça m'avait frappé quand j'ai fait des enquêtes dans la vallée du Rhône, quand j'en ai fait aussi dans la région d'Agen, l'importance de cette production. Donc du coup, alors après je me suis mise à creuser kiwi. J'ai fait un article, voilà kiwi. Il y a d'autres lettres, par exemple le Q, je m'étais dit mais je vais faire qualité parce que ça fait des années que je travaille sur la qualité, j'étais incapable de le faire, donc je me suis amusée sur un petit truc, que faire à la campagne, voilà. Donc c'est devenu un que. C'est devenu un que faire, voilà. Voilà, donc il y a ce jeu-là, et puis il y a quand même aussi l'idée quand même de tisser entre les mots et de dire des choses. Donc il y a des lettres donc des entrées qui se répondent, comme par exemple en fait, je me suis rendu compte que j'étais obsédée par les questions d'habitat. Donc voilà, l'habitat. Alors là, j'ai fait mon universitaire avec de l'épistémo qui a abordé l'habitat rural. Voilà. Donc là, c'est le pavé avec plein de notes. Et puis à côté, quand même, il y a aussi habiter le rural. Mais je suis pas sociologue, mais quand même, il y a des choses à dire. Donc c'est plus court. Et puis après, je l'ai décliné en regardant un petit peu. Il y a la cabane. Donc la cabane, ça va de la cabane des enfants dans les arbres, la cabane de jardin qui est un objet de consommation, à aussi la cabanisation. Et il y a longtemps, j'ai travaillé dans le département de l'Oise, j'ai fait de l'aménagement, et on avait des étangs avec plein de cabanes autour. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on régularise? Et tout m'est revenu un petit peu en revenant. Et puis j'ai décliné avec grange, yourte aujourd'hui, parce que la yourte, c'est une autre façon d'habiter, de concevoir, habitat léger, etc. Voilà, donc ça s'est tissé un petit peu comme ça. C'est un sujet très politique, cette question de l'habitat léger. Parce complètement. On sait la difficulté
possibilité pour un certain nombre d'agriculteurs justement d'habiter sur le site de production. Et donc la question qui se pose, c'est l'habitat léger comme possible, mais je crois qu'il y a beaucoup de résistance. Et puis un article qui résonne avec une des étudiantes qui est venue tout à l'heure sur la question. Il y a l'article qui s'appelle Femmes, et en fait c'est 3 femmes, c'est un pluriel. Et elles disent tous, ou c'est l'article, le complément de l'article justement qui dit la difficulté pour les femmes de travailler en campagne, qu'il y a notamment quand on monte ce fameux plafond de verre dont on parle tout le temps, en zone rurale, il est encore plus fort. Alors oui, il y a donc sur les femmes, comme il y avait plein de choses, mais il y a plein de choses qui paraissent. Je me suis dit comment je vais le prendre, et je l'ai pris par 3 portraits. Alors d'une femme qui m'a, j'ai quelques minutes encore. Bien sûr, vas-y. D'une femme me regarde qui, pas, regardez Lindra. D'une femme qui a été une noble, qui a monté, qui fait partie des comtesses pour la sélection de l'élevage caprin. Une femme forte, avec ses chèvres, son château, qui a aussi sélectionné des lévriers, faire de la course, voilà. Et pour montrer que ces femmes nobles, parce qu'on sait que les nobles étaient, c'est Madame de Sancerre, les nobles étaient ceux qui ont fait de la sélection animale, et alors sur les animaux nobles. Et qu'est-ce qui restait aux femmes ? Les poules, les chèvres, les chiens. Mais elle en a fait ce qui a permis de sauver le château, et d'entretenir le château. Oui, parce que la chèvre c'est quand même beaucoup moins bien qu'un mouton ou une vache, non, j'imagine. Alors, dans l'ordre de... Le mouton, c'est comme les chèvres, mais c'est vrai que les chèvres encore moins. C'était le truc des femmes, c'était vraiment l'animal. Donc, dans la rubrique élevage, j'ai consacré aussi aux chèvres, parce que j'ai mes animaux totems. Et la chèvre, c'est l'animal qu'on ne soignait pas, qui est un des derniers élevages à avoir fait l'objet de sélection, et alors qu'aujourd'hui c'est un élevage qui fait vivre des économies régionales en Poitou-Charentes, mais ça date des années 60-70 seulement. Voilà. Et donc, pour revenir à ta question, plafond de verre. Plafond de verre et femme. Un plafond de verre et femme. J'ai aussi fait le portrait d'une personne que pas mal d'entre vous connaissez, donc d'Anne Carton, ce qui m'a permis de parler du développement local de façon détournée. Vous voyez, j'ai fait plein de trucs qui me tenaient à cœur, mais je voulais pas faire une entrée développement local, c'était trop compliqué. Et je préfère le titre femme à développement local. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai fait retracer à Anne Carton son parcours, et dans les allers-retours qu'on citait, Anne Carton, c'est une citadine qui est allée, qui a dit comme ça à ses parents, je veux aller en lycée agricole. Alors évidemment, elle a des racines en Aveyron, et elle explique bien que ces lycées agricoles, au moment où elle y est allée, les femmes, on les cantonnait à certains types d'activités agricoles, et elle voulait un peu travailler sur l'élevage, mais comme elle l'a mis sur la commercialisation. Donc c'est aussi ces formes un peu difficiles, et ce qu'elle raconte aussi, c'est dans le développement local, et il y a le rôle des associations aussi importantes en milieu rural, que les femmes sont très impliquées dans les associations rurales, elles sont très présentes, et il n'y a pas longtemps aussi fait une conférence pour familles rurales, et on voit que là, elles jouent un rôle très important, mais qu'elles ne sont pas présidente des associations, que ça s'arrête là, que rarement elles y vont. Alors, aussi parfois parce qu'elles n'osent pas y aller. Voilà. Donc, c'est pas seulement parce qu'on leur met les bâtons dans les roues, mais c'est aussi qu'elles se disent « non, je suis pas formée, je suis pas ça ». Et donc, ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est important, qui est aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui se battent en agriculture, notamment il y a quelques années ici, la thématique c'était les femmes aussi.
Et on a vu des femmes qui disent, c'est avec une BD, le patron, là, c'est qui le patron, hein, aussi, et y compris dans les syndicats agricoles. Or, si on regarde aussi les métiers du développement local, elles sont très présentes, les filles. Donc, même de ma génération, il y avait beaucoup d'animatrices de développement. Mais après, elles n'arrivent pas à être dans les directions de services, etc. Et puis, aujourd'hui, c'est aussi la question de la parité sur les listes qui ont pris en milieu rural, qui posent bien des questions pour trouver des femmes où elles sont... Les listes électorales. Les listes électorales. Ouais. Non, les listes sur les listes pour être élu. Ah oui. Hein, Ah oui. L'obligation de la parité, qui remue quand même pas mal. Et où on cantonnait quand même, moi j'ai vu longtemps dans les conseils municipaux, la femme, c'était l'école, les assos éventuellement, mais en tout cas, toujours certains postes qui la cantonnent au rôle maternel et de transmission du savoir, malgré tout. S'il y a quand même ce volet-là, je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut peut-être jouer comme un atout. Eh bien, je vous remercie, Claire Delphos. Je souhaite évidemment un beau succès à ce titre, cet abécédaire affectueux de la ruralité. Et comme vous l'aurez vu, les marges se brouillent. Merci beaucoup. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.